Bienvenue sur Révolution des cœurs, le podcast qui libère la parole des femmes de culture arabo-musulmane. Ici, nous brisons les tabous et nous parlons d'amour et de liberté. Dans ce nouvel épisode, Nisma nous livre un témoignage résolument féministe. Issue d'une double culture franco-marocaine, elle nous parlera d'abord de son rapport à ses origines marocaines, de son lien apaisé à la religion, et enfin elle poussera un véritable cri du cœur contre la pudeur imposée et en faveur d'une féminité assumée. Merci Nisma pour cette ode à la liberté, un grand bravo et bonne écoute à tous. Je m'appelle Nisma, j'ai 27 ans. Je suis d'origine française et marocaine. Ma mère française, mon père d'origine marocaine. Il avait grandi à Oujda, ma mère avait grandi au Mans. Ils se sont rencontrés en 95 lorsqu'elle est partie en vacances au Maroc avec ses amis. Mon père est parti quand j'avais à peine 3 ans, après leur divorce pour violence conjugale et adultère. Il a fait que quelques brèves apparitions dans ma vie d'enfant, après qu'il soit parti. Avant que j'ai 8 ans, la dernière fois que je l'ai vu, c'était, justement, à l'âge de 8 ans. Je l'avais revu à 7 ans aussi, à 6 ans, mais genre quelques heures dans une seule journée. Mais avant que j'ai 8 ans, j'étais prise d'une angoisse très importante à l'idée qu'il soit dans les parages. C'est à chaque fois que ma mère avait peur qu'il soit là, elle guettait les alentours et je me souviens que j'étais d'un seul coup tétanisée à l'idée qu'il soit là, et c'est là que mes premiers épisodes d'anxiété sont apparus. Ma mère m'a élevée seule avec mes grands-parents, jusqu'à la mort de ma grand-mère quand j'avais 8 ans. Le divorce, a été, vraiment la fin la plus compliquée, mais d'un côté, un vrai soulagement parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'il était infidèle à ma mère, qu'il était violent, que ma mère avait peur, qu'elle avait déjà appelé au secours à mes grands-parents et qu'après ça, elle pensait que ça se terminerait. Malheureusement, ça s'est pas terminé, et quand elle a eu suffisamment de preuves pour, demander le divorce, elle a lancé la procédure. Elle lui a laissé libre visite, mais il en a malheureusement pas profité. Après ça, on ne sait pas exactement où il est parti, mais il partait, il revenait de manière très ponctuelle, puis il repartait, il revenait. C'était très instable et très anxiogène pour moi. Ma mère, suite au mariage avec mon père, a accepté de se convertir. Elle a gardé son prénom français, cela dit. Et suite à ça, j'ai grandi dans une religion musulmane douce et ouverte, pendant au moins les 10 premières années de ma vie. C'est ma mère qui m'a transmis les premières parties de la culture du pays et qui m'a initiée aussi à la religion musulmane, et c'est elle qui aussi m'a appris mes premiers mots arabes. C'est elle qui m'a emmenée au Maroc, mais après la mort de ma grand-mère, c'était devenu trop douloureux pour elle d'y retourner. Ça lui rappelait la fois où on y était partis tous les 3 quand j'avais 1 an, avec mon père donc, et que du jour au lendemain, mon père avait décidé de nous faire rester là-bas pour une durée indéterminée. Mes grands-parents, donc les parents de ma mère, ça les a poussés à venir nous chercher sur place. Ça a été un épisode très dur, psychologiquement pour elle, et elle a encore du mal à en parler. On a eu une relation, conflictuelle assez rapidement. Moi dès très vite, je suis devenue une petite fille, rebelle. Je sais que c'est pas bien, mais ça j'avais tendance à lui répondre. Tout le monde autour de moi me disait: «On répond pas et tout», mais moi j'avais cet instinct qui faisait que je me laissais pas faire, et ça n'a pas aidé. On a eu une relation très compliquée. Ma mère était blessée par les attitudes de mon père, par l'attitude de sa famille, et en plus de ça, ma grand-mère est décédée quand j'avais 8 ans. Ça n'a pas aidé, ça l'a pas aidée à être, douce, aimante et détendue. D'autant plus qu'élever un enfant seul, après avoir vécu un divorce aussi difficile, ça peut pas aider. Alors, on a eu une relation conflictuelle pendant plusieurs années jusqu'à mon adolescence, voire même, un peu après mon âge adulte. On avait une grosse mésentente aussi après sur le vis-à-vis du Maroc, où moi je voulais absolument y retourner, mais elle avait du mal à y retourner après la mort de ma grand-mère. Elle a eu du mal à l'exprimer et il aura fallu attendre plusieurs années avant qu'elle comprenne, pourquoi est-ce qu'elle bloquait autant à l'idée d'y retourner. Elle a enfin compris il y a peu de temps. Ça l'a beaucoup libérée. Elle dit encore que ça l'a beaucoup libérée de enfin comprendre et de le dire à haute voix, que c'était en rapport avec, cet épisode traumatisant, de l'été 99,
et du décès de ma grand-mère qui a suivi quelques années plus tard. Je me suis de plus en plus attachée à mes origines. C'était devenu de plus en plus important pour moi, d'autant plus que c'était frustrant pour moi de ne pas y retourner tous les ans, contrairement à mes amis d'origine maghrébine autour de moi qui, elles, y retournaient très fréquemment. Moi, tous les étés, j'espérais qu'on y retournerait, mais à chaque fois, c'était non pour des raisons qui me dépassaient, que ma mère n'avait pas en elle non plus pour me donner. Et pourtant, j'y suis toujours restée très attachée. J'ai toujours gardé un drapeau du Maroc, dans ma chambre. J'ai jamais retiré mon pendentif, avec la main de Fatma et j'espérais tous les ans y retourner. Malheureusement, comme j'y retournais pas, alors, j'ai décidé de garder, le mieux possible ce lien avec mes origines. Comme mon père ne me l'apportait pas, que ma mère avait du jour au lendemain progressivement cessé de m'en apporter, alors je me suis lancée dans l'apprentissage de l'arabe. Je me suis, aussi mise à écouter de plus en plus de musique, de mon enfance que j'écoutais qui était de culture arabe. En gros, j'ai continué de me cultiver toute seule, malgré le fait que j'y retournais pas et que c'était très dur. Et pour ma mère aussi, c'était pas facile. C'était un des sujets de conflit les plus présents entre elle et moi. J'ai été élevée dans une religion musulmane douce et ouverte, au moins jusqu'à l'âge de mes 10 ans, grâce à ma mère qui me transmettait un maximum de ce qu'elle savait suite à sa conversion. C'est elle qui m'a montré les premiers fondements de la prière. C'est ma tante qui a pris le relais ensuite. J'étais très fière de moi de savoir prier alors que j'avais à peine 10 ans. Et depuis, je suis croyante musulmane par choix, notamment parce que c'était aussi ce qui me rattachait à mon pays, à mes origines. À mon deuxième pays, je tiens à préciser. On ne voit que, les contraintes et les interdictions, les jugements. Dès qu'on entend le mot religion, c'est à ça qu'on pense, à une espèce de privation de liberté. Et ça, la faute, bah, c'est à tous ces jugements péjoratifs. En quoi est-ce que, ça pourrait nous aider à être bien avec nous-mêmes, en fait? Et nous, on se retrouve limités, freinés dans notre développement, dans de notre personnalité, de notre style, surtout envers nous, les femmes, qui sont victimes de ce côté, conservateur, ce côté primitif que certaines personnes refusent de faire évoluer avec le temps. Aujourd'hui, la société a évolué, c'est plus pareil qu'en l'an 1000, où là, oui, il y avait malheureusement beaucoup de machisme, de milieux conservateurs et qui nous enfermaient psychologiquement, voire physiquement, dans une espèce de pudeur forcée, injustifiée. Quand j'étais enfant, jusqu'à mes 10 ans, je ne connaissais pas le côté dur et contraignant de la religion. J'ai appris à faire la prière à 10 ans de mon plein gré. Personne ne m'y a poussé. J'ai vu ma mère le faire et ça me fascinait. Ensuite, j'ai vu ma tante le faire et ça me fascinait aussi. Et j'ai souhaité le faire. J'ai souhaité apprendre. Et aujourd'hui, je prie toujours, mais quand j'en ressens le besoin seulement. Je me force pas à faire les 5 prières par jour parce que c'est compliqué déjà en tant que personne qui travaille. Et aussi parce que les horaires changent et tout simplement parce que, faut pas s'y forcer si on ne ressent pas le besoin ou l'envie de parler ou de demander quelque chose qui semble relever de l'irréel, si on peut dire. Quand j'ai besoin de formuler une demande qui semble inaccessible au domaine du réel, quand j'ai peur pour quelqu'un, que je souhaite du bon à cette personne, là oui, je m'en remets à la prière parce que c'est un besoin que je ressens. Sauf que à l'âge de 11 ans, de nouvelles personnes sont entrées dans ma vie et dans celle de ma mère, et c'est là que notre rapport à la religion est devenu dur et contraignant. On devait manger du jour au lendemain que de la viande halal, pas manger de porc. C'est vrai qu'avec ma mère, on ne se pliait pas forcément à cette contrainte. Pour nous, c'était mieux, c'est sûr, mais tant que c'était pas du porc, tout se passait bien. Sauf que là, tout a changé. On a même failli ne plus fêter Noël avec la famille de ma mère, alors que ça faisait 11 ans qu'on le faisait, qu'on se retrouvait pour une soirée du 24 décembre et de la journée du 25 en famille. La famille de ma mère n'était pas catholique ni chrétienne de confession, mais c'était pour nous un moyen de se retrouver tous en famille et de passer de super bons moments. Et puis surtout, ce que je tiens à signaler, c'est que à cette époque, quand j'ai eu 11 ans et que le rapport à la religion s'est serré du jour au lendemain, j'ai dû arrêter de porter certains vêtements, comme des shorts ou des débardeurs.
parce que je devais pas montrer mon corps. Je comprenais pas pourquoi, en fait. Il y a ces personnes autour de moi me regardaient comme si je me baladais et que j'étais presque nue. Alors que pour moi, c'était absolument, ça relevait du normal. J'étais à l'école et les petites filles autour de moi portaient des débardeurs, des shorts. Je voyais pas où était le mal. Et pourtant, ce que je ressentais, c'était qu'on me privait progressivement de mes droits et que la fillette que j'étais, et on la regardait comme une mécréante, un mot que je ne connaissais même pas, une mécréante qui faisait des fêtes de chrétiens, qui s'habillait mal et qui, bien sûr, avait du répondant et donc ne se laissait pas faire. J'étais pas un parfait petit soldat qui obéissait au doigt et à l'œil. Ça énervait, ça énerve encore aujourd'hui, même si à l'âge adulte, je fais attention quand même. Je manquais déjà beaucoup de confiance en moi. En plus, c'était un problème pendant mon enfance, le manque de confiance. Ça allait aussi avec l'anxiété que j'ai développée. J'avais pas d'amis, ni de frères, ni de sœurs pour me confier. J'avais déjà vu des psys, des pédopsies à cause de mes angoisses, de mes difficultés à l'école. Et petit à petit, j'ai commencé à développer des complexes physiques. Je me trouvais grosse, je me trouvais moche, je trouvais que j'avais pas la peau assez mate pour une métisse marocaine. Les autres me le disaient, t'es pas métisse, t'es blanche. Et c'est vrai que aujourd'hui j'ai le teint qui est un peu foncé, mais quand j'étais enfant, j'étais plutôt blanche. Et quand je disais que j'étais marocaine, personne ne me croyait. Ils me disaient, bah non, t'es blanche, t'es française. Et ils me le disaient en mode insulte, alors que ça n'en est pas une. Être française, c'est aussi une origine, une nationalité, ce n'est pas une insulte. Et pourtant, dans la bouche de ces personnes, c'en était une. Et malheureusement, il y a encore certaines personnes qui emploient ce mot comme une insulte, pas envers moi, mais envers d'autres. C'est triste d'en arriver là. Et c'est surtout que ça m'a rendue encore plus haineuse avec mon corps qui était pas assez beau, pas assez mince, pas assez mat. Ces complexes sont devenus de plus en plus grands, en particulier vers mes 14 ou 15 ans, où le vide que je ressentais en moi devenait de plus en plus dur à combler. Le vide par rapport à la religion, au manque par rapport à mes origines, pardon. Le vide par rapport au fait de me sentir comprise, écoutée, la relation avec ma mère qui était devenue très toxique. On se disputait tous les jours, on se comprenait pas, limite on en était arrivé au point où on se détestait, où on voulait plus se voir l'une et l'autre. Je me sentais désespérément seule dès que je quittais le collège. Le collège, c'était là où je retrouvais mes amis et où je me sentais vraiment comme étant quelqu'un. Mais dès que je le quittais, je savais que j'allais retrouver ce vide où j'étais personne, où je me sentais mal, je me sentais seule. Et ce vide, comment je l'ai comblé? Par la nourriture. Puis ensuite, j'ai fini par prendre quelques kilos. Et pour le cacher, d'abord, j'ai cherché à me voiler, entre autres, alors que je savais pas réellement ce que ça impliquait. Je cherchais à être la plus proche possible de mes origines parce que je sentais que je n'avais rien d'autre en moi dont je pouvais être fière. C'était vraiment mes origines et je me trompais. Et je l'ai compris quelques années plus tard, bien sûr. Mais ces complexes ont fait partie de moi pendant plusieurs années. Même après avoir guéri de l'anorexie, je les avais encore en moi. Au fur et à mesure, j'ai recommencé à porter des robes, ou des shorts en été, tant que je me sentais à l'aise et que je me détachais progressivement de ce sentiment de honte et de ce sentiment de honte de vouloir me sentir jolie. Faut pas avoir honte, de vouloir, être jolie ou être coquette. On a tous un potentiel de beauté en nous, il faut l'exploiter. Mais ce qui m'aura définitivement guérie de ces complexes, physiques, en plus des thérapies, bien sûr, c'est la danse. La danse, m'aura considérablement aidée à me réconcilier avec mon corps, avec ma féminité, ne plus avoir peur de mon potentiel de beauté, ne plus avoir honte de vouloir être jolie, de développer ma beauté, ma féminité, voire même ma sensualité. Depuis que je danse, j'ai énormément gagné en confiance et en estime personnelle. La beauté, nous avons toutes ça en nous, toutes les femmes. Et on ne devrait pas en avoir peur, on ne devrait pas en avoir honte. Mais alors pourquoi se cacher? Pour son mari? Mais pourquoi se cacher alors qu'on nous a donné un corps avec des courbes à nous, qui ont peut-être même fait que cet homme nous a remarqués lors de la première rencontre?
Pourquoi se priver de porter de jolies robes sous un beau temps où il fait même chaud et où elles sont agréables à porter? Ce qui compte, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Alors si vous vous sentez pas à l'aise, bah, bien sûr, ne vous forcez pas à la mettre. Faut mettre quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, mais pourquoi sinon vous priver? Ah oui, qu'est-ce qu'on va penser de vous si vous la mettez, c'est ça? Qu'en dira-t-on? C'est un gros problème aussi, en particulier dans certaines communautés. Faut savoir que une histoire raconte que la reine de Saba, eh ben, elle ne s'épilait pas les jambes et elle portait des robes qui laissaient paraître ce détail. Pour faire parler, par flemme, ou par manque de matériel, allons savoir, elle ne cachait pas son corps et ses imperfections. Et c'était une reine. Elle était respectée. Cléopâtre, on voyait sa peau à travers ses parures dorées et ses robes légères. Et personne disait rien, au contraire, si ce n'est qu'elle était particulièrement magnifique. Alors le qu'en dira-t-on, qui est un phénomène bien trop présent dans les mentalités humaines, parfois encore plus craint qu'un virus mortel. Et c'est un des freins principaux au développement personnel, que ce soit physique ou psychologique. Mais est-ce qu'en nous comportant comme, entre guillemets, «le veut la tradition», personne ne trouvera rien à dire quand même? Il faut bien avoir des sujets de conversation. Personnellement, j'en ai été victime et ça m'arrive encore de m'arrêter au cours d'un élan on va dire d'un élan de beauté ou d'un élan, de j'ai envie par exemple de mettre, un peu plus de maquillage et j'ai un doute, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'on va penser?» Et après je me rattrape en me disant: «Ça leur permettra d'avoir un sujet de conversation» et ensuite je me demande: «Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que je suis à l'aise?» Si la réponse est «oui», et ben, voilà, aujourd'hui je mettrai un peu plus, de blush ou d'eyeliner. C'est un exemple. Peut-être que pour vous aussi cette méthode de raisonnement vous aider. Pourra vous aider. Est-ce que vous êtes à l'aise avec? Est-ce que vous vous trouvez jolie? Si vous estimez que vous ne faites rien de mal et que vous êtes à l'aise, alors qu'est-ce que vous risquez? Et si jamais ça fait parler certaines personnes, eh ben, tant mieux pour elles, au moins elles auront de quoi parler entre elles ou entre eux. Après tout, est-ce que c'est un crime de porter moins de tissu sur sa peau alors que physiologiquement parlant, la peau elle est pas hermétique? Le plus important, c'est pas la vie des autres, mais votre propre confort. Si vous vous sentez jolie, libre, dans un short, dans un débardeur, alors allez-y. Faites-vous confiance. Vous n'offensez personne. Vous n'offensez pas le prophète. Et si certaines personnes se sentent offensées, bah, elles ne sont personne. Elles ne sont rien pour juger ou pour dire quoi que ce soit. Vous ne faites rien de mal, vous vous occupez de vous. Et ce n'est pas chouma non plus, ce n'est pas haram de prendre soin de soi en tant que femme. Si ça vous est arrivé à vous aussi, j'espère que vous savez maintenant que il n'y a rien de moche en vous ni sur vous. Dans quelle tenue vous, vous sentez belle? Dans quelle tenue vous vous sentez libre? N'hésitez pas, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Les hommes, eux, ils peuvent parler. Ils ont très, très peu de variabilité en termes de tenue. Ils ont des pantalons, des shorts, t-shirts ou des chemises. C'est considérablement moins développé que la garde-robe féminine. Certaines cultures ont certes développé des jupes masculines, hein, mais ce n'est pas le plus tendance dans les pays arabes. Il faut savoir qu'on va passer toute notre vie avec notre corps, avec notre âme. Faut pas avoir peur de prendre soin d'eux, rien ne nous l'interdit. Faut avant tout prendre soin de notre santé parce qu'on nous l'a donnée, il faut la protéger. Et dans santé, il y a santé physique et il y a aussi santé mentale. Et il y a aucun doute là-dessus, se sentir belle et libre, ça entretient la santé mentale. Il est vraiment temps de se débarrasser de cette pudeur imposée qui n'est pas à nous et de nous aimer entièrement sous toutes nos formes. Pensez-vous vraiment que parce que nous aimons quelqu'un, nous irons en enfer s'il n'est pas de même confession que nous? J'en ai eu peur aussi, je vais pas vous mentir, mais je ne veux pas croire à ça. On ne peut pas dire à nos enfants: «Si tu te maries avec quelqu'un de non musulman, tu iras en enfer». En ce qui me concerne, je trouve ça extrêmement dur venant de la part d'une maman ou d'un papa qui est censé avant tout être notre première source d'amour et en plus, en quoi aimer quelqu'un, ça nous condamne à l'enfer éternel? En aimant plutôt qu'en ayant peur, qu'est-ce qu'on risque? D'être rejeté? D'être pointé du doigt? Mais on n'est pas responsable du point de vue des autres sur nous.
Ça, je l'ai appris il y a bien plus tard, mais ça m'aura quand même beaucoup aidé à me détacher de la pression du regard des autres, même si c'est très facile de croire le contraire. Et je suis convaincue qu'en vous choisissant vous, vous ne regretterez rien. Vous seriez libre et vous vous sentiriez belle. C'est le but du mouvement que je suis en train de créer, qui s'appelle Gemelli Respect. Ça veut dire respecte ma beauté. Je viens à peine de le créer. Le but, c'est de nous faire prendre conscience de notre beauté et être en osmose avec notre corps grâce à la danse et briser cette pudeur forcée et cette honte. Comment? Je vous explique. Vous prenez une vidéo de vous ou une photo en dansant, ce que vous voulez tant que vous vous sentez belle et libre, dans la tenue qui vous plaît le plus, tout en choisissant une phrase, un slogan sur la beauté féminine. Ensuite, vous collez le hashtag J'aime elle les respecte et vous les postez sur les réseaux. Comme ça, vous ferez participer au mouvement. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et je suis sûre que ça peut inspirer énormément de femmes de tout âge à se sentir bien dans leur peau. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez témoigner votre soutien au projet en vous abonnant au podcast, en laissant un commentaire et en mettant 5 étoiles si la plateforme que vous utilisez vous le permet. Pour encore plus de contenu, suivez le compte Révolution des cœurs sur Instagram. Ce projet vivra grâce à vous.